Nous sommes dans une direction opérationnelle, une grosse direction opérationnelle, il y a 4000 personnes, plutôt dans le domaine de la high-tech. Et il y a un nouveau couple de dirigeants, un président et un directeur général, qui ont la mission de faire évoluer les règles de fonctionnement de toute l'activité. Donc on est plutôt dans une situation d'un changement vraiment d'envergure. Ce nouveau couple qui incarne en fait le changement, ils ont des profils et une expérience de dirigeants qui sont en rupture avec les précédents. Donc le président notamment, il est expert du domaine, il a un profil métier différent et en plus il est nouveau du groupe. Donc il sait très bien de quoi ça va parler, ce changement, mais en même temps il n'est pas de la famille, on va dire. C'est un peu un intrus. C'est un intrus. Et le DG, lui, a une très bonne connaissance de l'entreprise. Donc lui, il n'est pas un intrus, mais il a une autre expertise, il est expert en conduite de projet. Donc on a choisi aussi pour ça. En revanche, il n'a pas d'expertise sur le domaine qu'il va prendre en charge, et ni du métier lui-même, ce qui est quand même une rupture importante par rapport aux dirigeants précédents. Donc l'idée du fonctionnement de ce binôme qui représente la direction, c'est d'avoir établi une certaine complémentarité dans leur façon de conduire ce changement. Alors les relations entre le DG et son comité de direction. Alors CODIR, comité de direction. Comité de direction. Donc on part de la situation où les relations entre le DG et les membres du comité de direction sont très tendues. Alors, le DG perçoit plutôt son CODIR comme hostile, peu collaboratif, toujours par rapport à la perspective de changement, et la plupart des membres sont en mobilité ou déclarent y penser, c'est-à-dire face à cette nouveauté, ce nouveau profil, ils commencent à se dire on va aller voir ailleurs. Et le CODIR perçoit son DG plutôt comme quelqu'un de tatillon, autoritaire, peu expert, alors avec des phrases du style, il se focalise sur des détails, il ne rentre pas dans les dossiers, il ne s'engage pas, il refuse d'être aidé, voilà. Et donc de la méfiance qui s'installe de part et d'autre. Donc un jour, un coup de tonnerre dans ce beau système, l'assistante du DG se plaint de harcèlement. Le médecin du travail partage sa suspicion d'avoir affaire à un pervers narcissique et exige, conseille sous forme d'exigence, sa mutation immédiate. Et le médecin renforce la terreur en disant « Ah oui, au vu de ce que vous me dites, c'est un pervers narcissique ». Et tout de suite alerte la direction et va dire « Il faut absolument séparer de manière… Elle est en situation de danger grave et imminent. » Donc, surtout, la déplacer ailleurs dans l'entreprise. Donc, face à ces allégations de harcèlement, l'entreprise doit faire quelque chose. En fait. Donc, la direction a réagi. Donc, le président conseille au DG d'être plus souple et l'assure quand même de son soutien, puisqu'ils sont quand même solidaires sur la conduite du projet. Le président a organisé une réunion avec son CODIR pour recueillir les points de vue sur l'événement, mais sans la présence du DG. Le président a soutenu l'idée d'une action de coaching pour son DG. Il en a vraisemblablement besoin, et c'est dans ce cadre que l'acte est intervenu. Et la DRH a lancé une enquête interne menée par le coach interne qui correspond en fait à des procédures internes qu'on doit mettre en place dès qu'il y a des allégations de harcèlement par rapport au droit du travail sur les violences au travail. Donc là, nous sommes contactés par l'entreprise à ce sujet. Voilà, on va faire une première analyse de la situation, la dynamique de la situation, et puis après vous présenter l'intervention telle qu'elle était. Alors, finalement, on est face à quelqu'un, puisqu'il y a un coaching, donc le DG, on le rencontre, Claude en l'occurrence, et elle est en face évidemment de quelqu'un qui est dans une situation où lui va se caractériser par une croyance qui le fragilise beaucoup en fait dans son nouveau poste et dans son nouvel environnement. Donc le DG il est convaincu de ne pas avoir le profil requis pour conduire, guider son CODIR et s'en défendre. C'est une chose évidemment qui va être un moteur en fait.
Alors en situation collective, le DG du coup est extrêmement tendu. Ah oui. Hein. Donc soit il évite les débats en réunion sur les difficultés rencontrées par les membres du CODIR, hein, pour éviter de rentrer dans cette émotion-là. Dès qu'il s'agit d'être au contact avec l'expression des difficultés des membres de cette équipe, qui sont des experts, qui vont parler de leurs problématiques d'experts, ça lui fait tellement peur. Donc il évite en fait. Lui-même évitant de parler de ses propres difficultés, mais on peut le comprendre assez aisément. Et quand il ne peut pas éviter, justement, alors il est très en retrait, très observateur et ne monte pas au créneau. Alors, par ailleurs, il essaye de se rassurer et le DG cherche à contrôler la situation jusqu'à devenir un peu rigide, voire tatillon. Il va se focaliser sur des détails, il justifie ses actes, il va tenter de faire adhérer à ses directives avec assistance. Et puis, alors on met positive sur sa situation, en fait il commence par là en fait. Hein. C'est-à-dire que comme il est inquiet, du coup il dit non, il essaye de positiver. Et à ce moment-là, il commence à agir en fait, vraiment beaucoup dans le contrôle aussi. Alors les membres du CODIR, eux, se plaignent de leur DG entre eux, et puis auprès de ceux qui les sollicitent à ce sujet, mais face à lui, il reste silencieux, et évidemment, notamment pendant les réunions du CODIR. Donc tout le monde reste sur son quant à soi. Alors là, c'est à cette occasion, en fait, les croyances individuelles et collectives, que le DG n'est pas à la hauteur, se renforcent, se fortifient, en fait, viennent se confirmer, en fait. Ça. Donc les croyances de suspicion se rigidifient, oscillant sur l'hypothèse du pervers narcissique ou celle d'un imposteur, peu importe, et donc elles sont partagées par les membres du CODIR et évidemment redoutées par le président et le DRH. Lesquels disent, on ne sait pas finalement si c'est Dr Jekyll ou Mr Hyde. C'est-à-dire que l'homme dont on nous parle, on ne sait pas. Eh bien, c'est pas celui qu'on a recruté, c'est pas celui qu'on voit fonctionner avec nous. Et du coup, il y a une perte d'autorité qui se fait. L'autorité défaillante du DG, en fait, neutralise la coopération avec son CODIR sur la transformation, sur le projet de transformation qu'il doit mener. Et puis, du coup, ça fragilise le président qui, lui, a choisi ce dispositif, évidemment, pour que la transformation soit menée à bien. Donc c'est vraiment une perte d'autorité à la fois de lui qui ne se sent pas l'avoir de toute façon, mais évidemment du président qui voit dans la situation lui-même son autorité finalement très fragilisée. Donc le piège, si on veut décrire une sorte de dynamique de piège dans lequel se trouve le DG, c'est qu'il a une attente en fait, un espoir qui est basé en fait sur sa peur à lui. Je suis à la hauteur, c'est ce qu'il vise en fait, son attente. Et sa stratégie, c'est de mettre en place des choses en disant je dois obtenir ce que je demande pour être à la hauteur de mon poste de DG, de meneur de projet de transformation. Mais ce qu'il observe évidemment, c'est qu'il n'arrive pas toujours à obtenir, voire pas souvent, à obtenir ce qu'il demande. Et donc, à ce moment-là, lui, tout de suite, il fait l'équation directe, je ne suis pas à la hauteur, ça m'angoisse. Ça confirme. Et à ce moment-là, du coup, alors, à la fin, mais il va commencer par positiver en disant non, en fait, je vais y arriver. Et puis, je vais y arriver en insistant sur les détails, en demandant à être assuré, en me justifiant, en essayant de me distraire. En fait, il va mettre en place plein de choses qui vont finalement nourrir encore cette attente ou sa croyance d'être à la hauteur, en mettant en place une stratégie rigide qui va aller de désillusion en désillusion jusqu'au moment où il se retrouve piégé parce qu'il y a la rigidification de ses réactions. Et là, ça confirme toutes les étiquettes possibles, imaginables, qui ne sont pas toutes partagées d'ailleurs. Certains pensent que c'est un imposteur, d'autres pensent que c'est un pervers, d'autres pensent qu'il est dangereux, de toute façon. Dans les expressions, c'était « il est comme un chien dans un jeu de quilles ». Pour d'autres, c'est un prédateur extrêmement dangereux dont il faut se méfier. Pour d'autres, c'est un animal traqué qui peut être dangereux parce que justement il est traqué. Alors le président est fragilisé par l'événement et effectivement il craint déjà d'avoir perdu finalement le contrôle du projet de transformation.
Et c'est parce qu'ils se sent avoir perdu cette transformation que très vite il va faire de ces événements un problème collectif, avec une explication au problème qui est le départ de l'assistante est traumatique pour tout le monde. Et donc, il va falloir vite s'assurer que les membres de la direction, que le DG puisse sortir de ce traumatisme-là. Et ça, ça va l'amener à garder évidemment du contrôle sur la situation et à son niveau de conseiller au DG d'être plus souple auprès des membres de son CODIR, de se faire aider, et il voit bien que son DG ne suit pas ses conseils, a l'air et puis il ne voit pas trop, de toute façon il est en position très méta par rapport à ce qui se passe dans ces fameuses interactions entre DG et les membres du comité de direction. Et à l'occasion, il va montrer son attitude, parce que dès qu'il va être en relation avec les uns et les autres, il va beaucoup solliciter pour avoir un feedback ce que les autres pensent de la situation. Donc évidemment, il est perçu comme quelqu'un d'inquiet, ce qui va peut-être d'autant plus faire monter de la résistance au changement. Ouais. Alors, par ailleurs, le DRH, dans cette action collective qui va être du coup voulue de leur part, en fait, leur quête, c'est de chercher à établir, voire à rétablir une vérité. Donc, ils ont sollicité un coach interne, ils mènent une enquête et ils lancent une action collective. Alors pour eux, l'action collective, ça va consister à faire des entretiens individuels auprès de tout le monde et dans une perspective de comprendre ce qui s'est passé en vue de résoudre le problème collectif. Et dès lors que le DRH est en relation avec certaines plaintes, qu'elles viennent du DG, qu'elles viennent de certains membres de ce comité de direction, ça va être toujours d'essayer de trouver des solutions, de se montrer très protecteur à la moindre plainte ou retour critique en fait sur ce qui se passe dans la situation. Alors toujours, il y a le coach interne donc, qui agit pour mener une action collective de production de vérité. Donc elle recueille tous les témoins de l'événement, ce qu'ils ont vécu. C'est vraiment la recherche de comprendre l'origine du problème avec cette illusion, cette tentative de contrôle, pourquoi, et avec le projet de faire une restitution collective qui va pouvoir permettre de comprendre ce qui s'est passé, de pouvoir, on ne sait pas trop quoi en faire, mais en tout cas avec cet espoir de pouvoir en faire quelque chose. Alors cette action collective qui est voulue par la direction fait converger la situation sur la désignation d'un bouc émissaire. L'enquête fait remonter des avis différents sur le DG. La restitution risque de donner lieu à des débats sans fin sur une situation passée sur laquelle il n'est plus possible d'agir. Et en fait, le coach s'inquiète à l'idée de réunir tout le monde, parce que finalement, quoi dire? Et vous voyez, ils sont là sur un cheval qui s'emballe, qui s'emballe, et finalement, le DRH va nous solliciter à nouveau à ce moment-là avec la question de, vous voyez, je vais monter à cheval, et vous voyez, quand le cheval s'emballe. Et donc la question c'est de pouvoir, quand un cheval s'emballe, vous voyez, de pouvoir ouvrir l'arène pour que la vitesse soit, enfin pour que le cheval dévie sa trajectoire, soit gêné dans son galop en fait, et se freine, et puis qu'on puisse un peu mieux maîtriser sa monture.
Alors, qu'est-ce qu'on a fait? Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment un processus global d'intervention qu'on va vous présenter. D'abord, il y a eu une phase de diagnostic opératoire auprès du système pertinent. L'enjeu était évidemment de définir ce qu'était le système pertinent. Donc, il y a le président, évidemment, le directeur général, le DRH et la coach interne, avec une restitution qui est en fait une sorte de réunion de travail sur lequel on travaille sur le problème, l'objectif, les enjeux, enfin voilà, tout ce qu'on a dit tout à l'heure. Donc l'action ciblée, ça a été de mettre en place un coaching. Le DG était, alors par rapport à vos questionnements sur le DG, il était ultra demandeur. Il était hyper mal. Et en fait, on est dans un environnement où si bien ils ne lui ont pas dit qu'il faisait l'objet de cette suspicion, mais il avait été président, alors je vais prendre les termes de jargon, de CHSCT, les comités d'hygiène et sécurité au travail. Voilà. Et dans cet environnement dans lequel il sait très bien quelle est là où il en est. Et puis on négocie le lien en fait avec tous les autres membres du système pertinent, c'est-à-dire tous les acteurs qui sont impliqués pour apaiser cette situation. Donc le président, le directeur des ressources humaines, en fait, qui pilote le dispositif, c'est une fonction de support, en fait, et le coach interne qui est sur cette action collective. Alors nous, dans le fameux diagnostic, on avait dit, compte tenu des éléments, que pour l'instant, la question était de quel était l'enjeu. L'enjeu, c'était vraiment de pouvoir rétablir la situation. C'est-à-dire que là, s'il ne rétablissait pas l'autorité du DG, on n'est pas dans une entreprise où tout d'un coup, on vire la personne, on ne vire pas. Donc ça veut dire que s'il n'arrive pas à rétablir, il se retrouve avec un gars qui a une réputation de merde, donc qui ne pourra pas aller à l'extérieur, dont la mobilité. Donc même lui, il le sait, si la situation ne se rétablit pas, ses chances d'aller se repositionner ailleurs sont extrêmement faibles. Il est grillé. Et son patron sait aussi que si ce gars-là ne part pas, donc même si on décide de le faire partir, le changement ne peut pas avoir lieu. Voilà. Donc l'idée c'était eux tous étaient à la recherche de solutions, c'était l'idée de pouvoir problématiser en fait beaucoup sur la situation. Et donc pour cela, de pouvoir mettre en place un cadre qui puisse permettre, en fonction des aléas qui pouvaient se passer, de la situation, toujours un lien avec les interlocuteurs pouvant agir également sur la situation. Donc, on avait déconseillé une action collective dans un premier temps. On avait dit qu'il s'agit de vraiment se centrer sur le fait que lui puisse se positionner différemment avec un cadre qui permettrait de favoriser sa reprise en main et de voir dans un deuxième temps pour une action collective. Mais ils avaient déjà engagé le process et en fait, grâce au cadre dans lequel on s'était mis, assez naturellement dans le processus de l'intervention, on s'est retrouvé avec une réunion d'étape où est arrivé le moment où ils se sont retrouvés à nouveau bloqués avec ce qu'ils avaient mis en place, c'est-à-dire cette restitution et le fait que vraisemblablement ça allait produire encore plus de désordre que rétablir la situation. Donc du coup, ils ont proposé le fait qu'on intervienne avec le coach interne sur l'idée d'un séminaire et on a pu les mettre au travail avec le DG qui évidemment allait être présent à ce séminaire, ce qui n'était pas un moment facile à entrevoir, mais c'est ce qui
se présentait comme une belle opportunité aussi pour lui, pour restaurer son autorité. Et puis, on a préparé avec le président, le directeur des ressources humaines, le coach interne. Et puis, il a fallu préparer, puisque là, il s'agissait de travailler en binôme avec le coach interne sur ce séminaire, et donc de mettre en place, et elle était très demandeuse en fait, parce qu'elle était très inquiète de l'efficacité de son action, donc ça a été favorisé, ça a été soutenu. Alors, oui, je ne sais pas pourquoi. Voilà, le séminaire a eu lieu et le séminaire s'est posé la question de qui allait y assister. Et en fait, à ce stade-là, on a réuni vraiment tout le monde, que ce soit l'EDG, les membres de son CODIR, le président, la direction des ressources humaines, avec l'idée de, dans le cadre de ce séminaire, que tout le monde soit participant. Parce que l'une des problématiques, si on réunit tout le monde, c'est que les membres, comme le président ou le directeur des ressources humaines, soient vus comme des évaluateurs, des observateurs, oui. Ce qui là aurait été contre-productif. Alors, le travail de la demande. Donc, on a transformé la demande du président et du DRH en commande traitable selon notre point de vue, systémique et stratégique. Donc leur demande, c'était de coacher le DG affaibli par une accusation de comportement harcelant. Et puis finalement, la commande, ce sur quoi ça a été d'aider le président et son DG à amener le CODIR à s'engager dans le changement. Donc c'était là de préciser où se trouvait l'enjeu et d'élargir en fait. Du coup, ça permettait d'avoir d'autant plus l'implication du président. Alors, les conditions de l'intervention, elles ont fait l'objet d'une négociation, comme l'a dit avec les commanditaires, une négociation à la fois sur le temps, parce qu'on sait qu'on est dans un processus, et on pense en particulier dans le monde de l'entreprise que de négocier ce temps pour procéder à des résultats, donc ça faisait l'objet de négociations. Le président, c'est combien de temps vous lui donnez à votre gars pour qui puisse évoluer. Et vraiment, donc ça c'est très acté. Pour pas qu'ils trahissent aussi le dispositif, sachant qu'ils vont être tentés de trahir, d'autant plus que quand il va y avoir du changement, ça va réagir. Et que quand ça réagit, moi j'ai toujours des images très animalières qui me viennent en tête, en particulier dans cette action, le cheval. Et j'ai l'impression que parfois quand on change, il y a les derniers moments, vous voyez, comme le cheval qui va s'apprêter à se soumettre, peut-être a-t-il tort, mais il rue encore plus fort. Et donc c'est les moments où il ne s'agit pas qu'ils prennent des décisions à ce moment-là, parce que tout d'un coup, paf, le processus de changement est entaché. Ça a été important aussi de les freiner dans leur envie d'agir, et notamment cette intervention collective, ce fameux séminaire qu'ils devaient faire, ça a été aussi une négociation sur le fait de voir quand est-ce que ça pouvait être le plus loin possible, alors que leur envie, ça aurait été d'expédier ça tout de suite, et ce qui n'était pas une bonne idée évidemment. Donc ça a permis de la mobilisation, les conditions d'intervention de tous les acteurs engagés dans la situation, c'est-à-dire de tous les acteurs du système pertinent, ceux qui agissent sur la situation pour tenter de l'apaiser. Alors, la restitution de diagnostic opératoire, ça permettait de mettre en lumière des tentatives de solutions, de préciser un problème, avec un objectif du coup lié à l'intervention, et donc concrètement de restaurer l'autorité du DG. Priorité donc de l'intervention centrée sur le DG, et nous on avait préconisé une action collective dans un second temps et selon l'évolution de la situation. Le dispositif du séminaire, puisqu'il s'est précisé finalement de restitution de l'enquête, donc a été organisé avec la présence de tout le monde
dans une co-animation, coach interne, coach externe, et finalement on a constitué un binôme. Et souvent par rapport aux interventions collectives, on verra que le plus on peut défendre l'intervention en binôme, ça présente un intérêt, et en même temps, on verra le travail en binôme, ça se travaille. Comment être en binôme pour que ce soit d'autant plus profitable un processus de changement. Donc la restitution qui a été donnée lors de ces séminaires a été communiquée en prenant soin de refléter les points de vue individuels de tous, parce qu'en fait il y avait des points de vue individuels différents sur la façon d'envisager sur la situation, et finalement c'est conclu sur l'impossibilité d'éclairer une vérité. Alors ça c'était important, parce que si il validait le fait qu'il était impossible d'éclairer une vérité, alors on était en possibilité de focaliser l'attention sur autre chose. Donc là c'était vraiment une manière de clore cette vérité sur le passé. Donc, dans un deuxième temps, on a appliqué des techniques de problem solving qui leur ont permis de se focaliser sur les préoccupations présentes. L'idée, c'était d'identifier et d'assouplir des tentatives de solutions, mais sur ce qui se passait à l'heure actuelle, avec un travail individuel et collectif plutôt orienté à venir. Donc on est vraiment passé de leur logique orientée passé vers une logique plutôt actuelle et future. Ce séminaire a été un point très fort, vraiment une expérience émotionnelle, on va dire, correctrice intense, parce qu'à ce moment-là, il avait aussi beaucoup travaillé, il avait mis en place des choses très différentes, il reprenait du contrôle, et c'était, pour lui, il y avait tout ce moment où il allait assister d'une certaine façon à ces accusations, il fallait qu'il puisse faire quelque chose et être acteur par rapport à ça, pour justement, à cette occasion-là, se positionner très différemment par rapport à cette accusation, en fait, sur lui, à ce processus de bouc émissaire dont il faisait l'objet et vis-à-vis duquel, finalement, il était assez lucide. Donc à ce moment-là, pardon, il avait fait déjà 6 ou 7 séances avec le... Oui, 6 séances. Et puis, ça a été aussi une expérience émotionnelle pour tout le groupe présent. C'est-à-dire que lui s'est positionné très différemment. Il est devenu vraiment, c'était marrant, par exemple, dans les pauses, alors que il évitait les membres de son dire et que les membres l'évitaient, hop, il était plutôt comme il y avait un petit essaim autour de lui qui se formait. Voilà, et ça a été par exemple remarqué par le président qui a dit, mais c'est la première fois que je vois les membres de son équipe aller vers lui. Et lui en position de chef, de capitaine du bateau. Voilà.